Bonjour! Alors, on se lance dans un tout nouveau vlog livresque. En ce vendredi 14 mars, pause repas, bon moment pour démarrer le tout. Alors, écoutez, on lance la semaine avec des jeunes lectures en cours, mais je suis pas sûre. Et une lecture terminée parce que j'avais des déplacements à faire, puis finalement, je l'ai terminée. Donc, écoutez, ce matin, j'ai commencé et j'ai terminé la version audio d'un tout nouveau roman chez Nathan, la collection Cours toujours, Cours C-O-U-R-T. Et c'est La fille au fond du canal, c'est de Sylvie Allouche. Et encore une fois, le principe de cette collection-là, c'est vraiment des courts romans percutants. Je pense que le maximum, c'est 64 pages, c'est ça la formule. Puis, ben voilà, donc c'est pour les lecteurs qui peut-être ont moins envie de lire des livres au long cours, mais c'est habituellement fait pour que justement on embarque assez rapidement dans l'histoire. Et cette fois-ci, encore une fois, c'est ce qui va se passer. On va suivre un jeune adolescent qui vit dans une famille nombreuse. Au total, ils sont 4 frères et sœurs, mais ils sont dans un petit appartement. Ses parents travaillent fort, mais n'ont pas nécessairement des tonnes de sous. Puis, ben, à un moment donné, lui, il a besoin de se retrouver lui-même, dans le fond, il partage la chambre avec son frère. Puis ses parents dorment dans le salon parce que l'appartement n'est pas trop grand. Donc, des fois, il y a juste besoin d'un petit peu de comme s'échapper puis d'avoir un peu d'espace pour lui-même et tout. Puis, dans le fond, comment il fait ça? C'est que souvent, ça va être la nuit. Il va sortir la nuit dehors, dans la ville. Puis, il va juste découvrir la ville, en fait, entretenir des liens, comme il entretient un lien avec une personne itinérante, puis qui s'est rendu compte que ben, il y avait beaucoup d'affinités et tout ça, puis bon, ben, il jase avec cette personne-là et tout. Puis, bref, un soir, il va sortir et il va être témoin de la course effrénée d'une jeune femme qui semble en détresse totalement, qui se fait poursuivre et qui va comme se faire poursuivre, se faire tirer et se jeter dans la Seine. Et ben voilà, lui, il va se cacher parce qu'évidemment, il est tétanisé. Puis on va voir, dans le fond, qu'est-ce qu'il va faire. Il va entreprendre parce que il n'est pas capable de pas porter assistance, il ne se sent pas capable de juste... C'est sûr qu'il décode que ça se fait tirer dessus, ça doit être un peu quelque chose dans lequel il devrait pas duquel il ne devrait pas se mêler, mais en même temps, il dit ben, je peux pas laisser la personne là. Il vérifie que les personnes qui ont agressé sont parties, puis il va essayer de la sauver. Et puis plus ça va aller, puis plus il va il va finir par s'empêtrer dans une espèce de situation où, bien entendu, on a beaucoup de choses qu'on ne sait pas comme lecteur, mais on comprend que c'est assez complexe. Elle va être blessée, il va essayer de la sauver. Ça va finir par impliquer bien du monde, dont la personne itinérante, dont sa famille. Puis c'est quand même pas des conséquences qui sont minimes parce qu'on comprend que ça peut être lié potentiellement à un crime. Donc c'est sûr que si lui, il est trouvé aussi avec cette personne-là, ben il est non seulement potentiellement peut-être en danger par rapport à la police, mais surtout par rapport à ceux qui poursuivent la personne. Donc, c'est ce qui va se passer. Évidemment que je ne vous en dirai pas plus parce que ça dure 64 pages, donc je ne vais pas tout vous divulgacher. Puis, dans celui-là, j'en sors très mitigée. C'est dommage parce qu'absolument, j'ai pas mal. Ça le fait pour moi, là, les romans de chez Nathan, les cours. En tout cas, ça avait fait pour l'été de la Reine Bleue. Je me souviens que pour Rachel Coramblit, celui de qui était de, voyons, Antigone, ça m'avait moins parlé un peu. Celui-là, il est super bien parti. Jusqu'à peu près à la moitié, 2 tiers, j'étais vraiment prise. J'ai trouvé que le rythme était effréné, mais en même temps, on n'en savait pas beaucoup, mais on en savait assez pour être prise, puis se demander qu'est-ce qui allait se passer et tout. Puis c'est comme la fin qui m'a laissé un peu de glace. J'ai trouvé qu'on a c'est sûr que c'est. Là, je dis ça, puis moi-même, je trouve que c'est un défi intense de faire ça là, pour un auteur. Fait que peut-être que ça a été trop compliqué, ou peut-être que. On a l'impression comme lecteur que ça a été bouclé trop rapidement. Alors qu'habituellement, dans ces collections-là, c'est justement ça le but, c'est que le défi est là pour l'auteur puis, ou l'autrice, puis c'est que dans le fond, c'est une histoire complète en soi, puis on n'a pas l'impression qu'il nous manque des morceaux, c'est vraiment une histoire qu'on a l'impression qui était faite pour durer cette durée-là. Puis là, dans cette fois-ci, on a l'impression que ça qu'on a. C'est comme si on savait pas quoi faire avec la situation. C'est comme s'il a fallu qu'on boucle la boucle, puis qu'on l'a bouclée d'une façon, mais ça donne l'impression presque que même l'autrice n'était pas convaincue de sa fin. Là, ça, c'est vraiment un ressenti de mon côté, donc peut-être que je l'ai mal perçu
par rapport à l'intention initiale, mais moi, de mon côté, c'est ce que ça m'a donné comme impression. Ce qui fait que j'ai terminé ma lecture en faisant point, 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 un peu dommage. Donc, écoutez, c'est peut-être pas le Nathan que je vous suggère le plus dans la collection Court Toujours, même si ça avait une super bonne prémisse. À moins que si vous l'avez lu et que vous voulez m'en parler dans les commentaires, allez-y, il n'y a pas de problème. Ça va me faire plaisir. Peut-être qu'il y a plein de choses que j'ai pas vues puis je suis bien ouverte à ça. Mais a priori, c'est pas une lecture pour moi qui a été comme super enchanteresse. Mais bon, c'est encore une autrice, donc je me suis dit pourquoi pas, Mars au féminin. Alors voilà, première lecture du vlog, mitigée, voire un peu déçue et tout. Mais bon, sinon, je voulais enchaîner avec une nouvelle lecture audio, puis j'en ai, mais pas tant que ça. Donc là, je me suis dit que j'allais y aller avec peut-être une courte lecture audio que j'avais, qui est en fait de The Daughter of Time de Josephine Tay. Et ici, c'est dans son édition originale, mais en fait, chez Macmillan Collectors Edition, qui est vraiment une édition que j'aime beaucoup. Et c'est une autrice que je voulais lire depuis longtemps. Puis celui-là, ça disait que c'est comme un de ses meilleurs. Puis c'est vraiment comme un thriller vraiment habile et tout. Pas un thriller, mais un roman policier habile. Puis en gros, on va y retrouver un inspecteur qui s'appelle Alan Grant, qui est pris au lit à l'hôpital parce qu'il a une grosse blessure au dos, puis il peut juste pas bouger. Puis c'est quelqu'un qui n'est pas habitué de rien faire, puis qui n'est pas habitué de ne pas faire marcher ses ménages. Puis éventuellement, à force de s'ennuyer, il y a de ses amis qui vont lui dire ben pourquoi tu n'essaies pas de juste comme résoudre des choses et tout. Puis c'est quelqu'un qui était très physionomiste. Elle a toujours aidé dans son métier. Puis là, ben, il y a une de ses amies qui amène justement différents portraits de personnages historiques ou connus pour qu'il essaie de, avec le visage, en fait, de connaître un peu l'histoire et tout ça. Et visiblement, il va tomber sur un portrait de Richard III qui est réputé avoir tué ses propres neveux, les princes dans la tour. Mais l'inspecteur va, en regardant le portrait qui lui est fourni, va se dire que pour lui, ce visage-là, c'est pas le visage d'un assassin. Avec ce qu'il arrive à détecter, puis dans son métier et tout. Donc, il va essayer de se plonger dans l'histoire de ce qui entoure cette espèce de rumeur-là ou de faits-là qui étaient là par rapport à Richard III pour essayer d'enquêter puis essayer de savoir qu'est-ce qui s'est vraiment passé. Donc, c'est une enquête qui était quand même singulière. Je vous dirais qu'a priori, en ce moment, ça commence un peu... Je suis pas sûre. Je suis pas sûre de ce que je lis. Le personnage de Alan Grant, qui est un peu... Jusqu'à maintenant, il n'est pas super attachant. C'est comme un personnage qui s'aime beaucoup, puis qui a tendance un peu à diminuer un peu les autres, on dirait. Fait que je sais pas si ça va m'énerver à la longue, mais on verra. Donc, je vais voir. Mais bref, c'est ma lecture audio. De toute façon, il faut que je la lise pour le Mars au féminin, cette lecture-là. Mais c'est une petite plaquette, fait que je peux lire au pire en papier, là. Mais la lecture audio est correcte. C'est juste que je sais pas si je vais accrocher ou pas. Sinon, je pensais aussi lire rapidement, parce que c'est un livre que j'ai en prêt en bibliothèque. Donc, il faut que je me lance. Je vais lire rapidement mon Anne Kang que j'avais, qui était The White Book, donc blanc, et qui était aussi pour le Mars au féminin. Mais ça, c'est un livre que de toute façon, je vais lire en papier. Donc voilà. Alors, ben voilà, mon Dieu, un segment finalement, on a lancé ça, mais on s'est lancé à pieds joints dans le vlog. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait bien dire à part, allez, on poursuit le tout? Alors, allez, on poursuit le tout! C'était les premiers que je testais et ça m'intriguait vraiment beaucoup, cette histoire d'un ours qui cherche à rejoindre les siens désespérément et qui est accompagné par une corneille.
bonjour! Alors, on est le lundi 17 mars, donc joyeux Saint-Patrick à tous les gens qui ont l'Irlande ou leurs origines irlandaises à cœur. Alors, c'est mon cas. Je sais que je suis pas bien en vert, mais je me suis dit que quand même, j'allais vous le souhaiter. Donc, joyeux Saint-Patrick! Et en ce lundi de congé pour moi, je vais vous parler de 2 lectures que j'ai terminées, une hier, puis une tout juste. Donc, celle que j'ai commencé et terminée hier, comme dans les images que vous avez vues, c'est le fameux Anh Cang, donc qui est le livre qui s'intitule Blanc, donc de Anh Cang, qui fait partie de ma pioche à lire du Mars au féminin. Et peut-être juste pour rappel, je vais vous lire la 4e de couverture. Parce que Anh Cang, en fait, pourquoi elle était dans la liste, c'était parce que c'est quelqu'un qui a gagné le prix Nobel de littérature. Et dans le fond, on avait la possibilité d'avoir plusieurs choix, mais puis elle a fait des romans, mais toujours un peu, je pense, au niveau de l'intériorité. Celui-ci, ça m'intéressait parce que ça semblait être un peu différent, une espèce de récit morcelé un peu sous forme de petites touches un peu surréalistes. Donc, je vous lis la 4e de couverture. À la faveur d'un séjour à l'étranger, Anh Cang pose sur une feuille quelques mots, tous liés à une couleur, le blanc. Le blanc d'une couverture pour bébé, le blanc du ciel ou de la neige, le blanc de la lune et celui du magnolia. À travers chacun de ces mots, elle progresse dans sa mémoire, dans son histoire. Nous avançons ainsi sur la surface tranchante du temps, au bord d'une falaise transparente. Nous posons un pied sur l'extrémité dangereuse de la durée vécue et avançons l'autre pied dans le vide. Non que nous soyons courageux, mais nous n'avons pas le choix. En ce moment même, je ressens cette menace. Je me hasarde dans un livre que je n'ai pas encore écrit, dans un temps que je n'ai pas encore vécu. Donc, vous voyez un peu à quoi ça ressemble. C'est une... comme annoncé, en fait. Donc, la dernière partie, c'était une citation, bien entendu, du premier, de la préface, je pense. Ouais, dans les premières pages, en fait, premier chapitre. Et ça se présente, en fait, comme des petits morceaux de récits qui sont intitulés avec des noms de chapitres et qui font toujours référence à, évidemment, quelque chose qui est blanc et qui, pour l'autrice, a lancé, en fait, une quête de souvenirs. J'aurais beaucoup aimé, mais c'est pas que je n'ai pas aimé, c'est juste que je suis restée de glace, sans mauvais jeu de mots, là. Je sais que la glace, c'est pas nécessairement blanc, mais enfin, bon, c'est un peu hivernal. Je suis restée de glace. C'est une écriture qui est très, très, très poétique. C'est presque, ben, c'est pas des vers libres, mais c'est de la prose poétique, vraiment. On est aussi dans une approche qui est plutôt asiatique. Donc, on est vraiment dans l'intériorité, les images. Bon, surtout, on fait référence aux souvenirs. Dans le fond, on va accompagner l'autrice dans 3 grandes parties où ça va être ses souvenirs. C'est moi, elle et... Je me souviens plus c'est quoi l'autre partie. Moi, elle... et tout ce qui est blanc. Donc, c'est divisé en 3 parties. Puis, dans le fond, c'est sous forme de pèlerinage un peu de l'autrice dans un lieu qu'elle a habité enfant ou que sa mère a habité enfant, c'est pas trop clair. Puis c'est là un peu que, pour moi, le bas blesse, c'est que j'ai pu apprécier techniquement, de façon individuelle, peut-être certains des morceaux qui étaient proposés, des morceaux d'écriture qui étaient proposés, un peu comme dans un recueil, on pourrait en apprécier plus que d'autres. Puis même s'il y a quand même un fil rouge qui lie tout ça, pour moi, il était trop ténu. Bon, peut-être que c'est juste moi qui avais besoin d'avoir quelque chose d'un petit peu plus évident, mais il y a eu beaucoup de confusion, c'est peut-être voulu, mais il y a des moments où on ne savait pas si la narratrice parlait d'elle-même, de sa mère, de ses frères et sœurs décédés, parce que c'est le cas, donc elle a grandi dans une famille où sa mère a eu 2 enfants qui sont décédés avant qu'elle et son frère naissent. Mais en même temps, à un moment donné, il y a un souvenir qui fait qu'on a l'impression que les enfants, finalement, ont vécu. Donc, est-ce que finalement, ils sont vraiment morts? Donc, il y a vraiment un peu de confusion, mais tout ça part vraiment dans, comme je vous dis, une espèce de pérégrination sur, disons, les origines, sur le lien, en fait, des traumas un peu intergénérationnels. Donc,
visiblement une femme qui accouche d'enfants qui ne survivent pas, qui est dans un endroit isolé, puis que peut-être que ces enfants auraient pu survivre si elle avait été en ville où il y avait eu un hôpital proche et qui est obligée de gérer ça tout seul et comment ça peut affecter, même sans le nommer, comment ça peut affecter le restant de sa vie, le restant de la vie des enfants qu'elle va avoir par après. Donc, a priori, quelque chose d'intéressant, évidemment quelque chose de très émouvant. Mais pour moi, les émotions se sont comme pas produites. J'ai comme apprécié ça avec ma tête. J'ai apprécié le style littéraire, la plume qui était très poétique, comment elle décrivait les choses. Il y a un passage, mais finalement, je me souviens plus, je ne l'ai pas retrouvé. C'était le silence, je pense, le petit morceau de littérature qui s'intitule Silence, qui était marquant. Mais comme je vous dis, pour moi, il y en a quelques-uns qui ils m'ont marqué comme comme je vous disais, comme des fois des recueils de poésie pourraient me marquer. Fait que pour moi, je l'ai vraiment appréhendé comme, reçu en fait comme quelque chose qui est de la prose poétique, tout simplement. Puis je pense que comme c'est très court, je vais me permettre de vous le lire. Donc, c'est vraiment textuellement ce passage-là ici que je vais vous lire. Donc, c'est une partie qui s'intitule Silence. Un temps de calme est nécessaire après une longue journée. Un temps où on peut tendre les mains engourdies et les ouvrir vers la chaleur tiède du silence, comme on le ferait machinalement devant une cheminée. C'est super beau, puis même ça parle à l'introverti qui est en moi. Donc ça, a priori, de façon isolée, c'est très beau. On dirait que c'est le travail que j'avais l'impression qu'il fallait que je fasse pour un peu retracer le fil rouge. Peut-être qu'il n'y en avait pas tant que ça, peut-être que c'était pas nécessaire que je travaille tant que ça. Puis l'espèce de sentiment que j'aurais peut-être dû ressentir quelque chose, mais que je ressentais rien. Est-ce que c'était ça qui était la volonté de l'autrice? Peut-être. Mais bref, pour moi, ça n'a pas été... Je suis contente d'avoir découvert sa plume, mais je ne suis pas certaine que je relirais du Hang parce que je pense que c'est peut-être un peu trop hermétique pour moi. Mais je reconnais que sa plume, en effet, est très créative, fleurie, travaillée. Donc, je reconnais ça, mais moi, ça n'a comme pas créé l'émoi espérés ou le coup de foudre potentiel. Donc, voilà. Mais bon, enfin, si jamais vous avez déjà lu du Han Kang, n'hésitez pas à vous manifester en commentaire. Je serais intéressée de voir si vous avez lu ces romans, est-ce que c'était différent. Parce que c'est sûr que celui-là, c'est peut-être j'ai peut-être pris un peu l'ovni dans sa production littéraire. Peut-être que c'est pour ça que ça a fait ça aussi. Sinon, j'ai tout juste de terminer l'écoute de Daughter of Time de Josephine Tey, qui est le tome 5 de sa série de 6 tomes qui met en scène l'inspecteur Grant. Et comme je vous en avais parlé un peu et tout, c'est vraiment... c'est une enquête que j'ai beaucoup appréciée, mais que je ne savais pas si j'allais apprécier parce que ça s'est parti un peu spécial. Je vous disais que je n'étais pas sûre que j'allais aimer le personnage principal qui avait l'air un peu comme d'un ronchon, à la limite de l'irrespect concernant les femmes, puisqu'il était dans un hôpital, puis il donne un peu des surnoms qui étaient pas réducteurs, mais disons pas nécessairement positifs non plus aux infirmières qui pourtant l'aidaient vraiment à aller mieux. Donc, ça partait bizarre. En même temps, c'est une autrice et je me disais, bon, ben écoute, c'est volontaire. En même temps, on va se le dire, Agatha Christie, son Hercule Poirot, c'était pas le summum de l'acceptation des femmes. Là. Il n'était pas non plus en mode ouverture tant que ça. Là. Donc, c'était pas ça le point, mais c'est juste que je me disais, oh mon Dieu. Puis en plus, comme l'enquête qui est proposée, c'est une enquête qui se fait à travers l'histoire, c'est pas une enquête live. Et je me disais, oh mon Dieu, mais ça va être lent, puis je sais pas si je vais embarquer. Et j'ai embarqué. Alors là, par contre, je dois vous dire que faut s'attacher parce que c'est une partie de l'histoire que je connaissais pas, dont j'ai vaguement entendu parler à cause des pièces de théâtre, entre autres, mais ça va vraiment tourner sur tout ce qui a tourné autour de Richard III, le personnage, la perception du personnage de Richard III, du personnage historique de Richard III. Et des règnes qui se sont enchaînés, donc les Tudors, si je me souviens pas. Oui, c'est Richard Plantagenet. Donc les Tudors, je crois. Et ensuite, après ça, quand on a changé de règne, comment, en fait, les façons de régner étaient à l'époque. Puis tous les détails de tous les scandales de cour et de
au détriment de la vie humaine et tout qui se sont passés. Donc, ce pan-là de l'histoire, je l'avais entendu vaguement, mais je le connais pas super bien. Je me suis dit, ben là, j'espère que je vais être correcte parce que j'avais l'impression qu'il me manquait des connaissances pour bien l'apprécier. Fait que j'ai vraiment reculé plusieurs fois le livre audio, pas parce que c'était pas correct, juste que je pense que j'aurais relu plein de pages de toute façon, là. C'est juste que c'était des notions que potentiellement j'avais pas, puis je me disais juste, je vais être sûre de bien comprendre. Mais c'était super intéressant. On amène vraiment le lecteur à un endroit qui est en fait un roman policier historique, clairement, mais qui, étrangement, se passe quand même de façon contemporaine. Donc, c'est quand même déjà en partant une proposition littéraire intéressante. Et malgré le fait que le personnage principal ne soit pas nécessairement super agréable à côtoyer, son côté un peu bourru puis un peu mèche courte, ben c'est sûr que ça fait en sorte que ce qu'on retient finalement, c'est que c'est quelqu'un qui est déterminé puis qui lâche pas le morceau. Puis clairement qui s'en fâche pas dans les fleurs du savoir-vivre en société. Mais ça fait en sorte que ça avance, puis il va y avoir un acolyte qui va avoir, qui est super cool, qui est un étudiant américain qui a comme un peu fui son pays parce que son père voulait qu'il s'occupe d'entreprise familiale, puis il n'entendait pas pantoute, puis il a comme suivi son amour du moment, puis il a dit, ben je vais juste tout simplement dire que j'étudie une partie de l'histoire anglaise que je peux juste faire, dans le fond, au British Museum. Puis, bref, il finit par croiser le chemin de l'inspecteur Grant et tant mieux. Ils vont faire un duo un peu improbable. Puis, c'est super intéressant. C'est intéressant en termes d'enquête. Moi, c'est sûr que comme je connaissais pas beaucoup ce côté-là, je sais pas jusqu'à quel point quelqu'un qui a vraiment appris à connaître cette histoire-là va avoir peut-être une appréciation encore plus précise, peut-être plus, pas contester, mais peut-être plus dire, ben, ah oui, mais ça, je le savais déjà et tout. Mais j'ai trouvé ça super intéressant. J'ai essayé d'écouter, j'ai essayé de me retrouver dans les personnages à chaque fois qu'ils découvraient des trucs par des témoignages. Surtout que c'est une partie de la façon dont ils parlaient, c'est que c'est comme une partie de l'histoire, la description du méfait dont Richard III est accusé, mais pas le méfait, le crime, le méfait, franchement, Marcelin, du crime dont Richard III est accusé, c'est-à-dire la mort de ses deux neveux. C'est plus ou moins mentionné dans les récits qui recensent cette période historique-là. Donc, éventuellement, on va apprendre autre chose vers la fin, puis je ne vais pas vous divulgacher, mais donc, c'est sûr que comme c'est plus ou moins décrit, ben, il faut qu'il se trouve des stratégies pour essayer de avoir accès à des faits. C'est sûr que l'inspecteur, même si c'est un féru de... Il aime beaucoup, en fait, l'histoire, mais c'est plus quelqu'un qui a une approche qui est policière, donc qui est juste comme, ben là, on va s'en tenir aux faits. Donc, pour lui, c'est comme un gros cold case, fait que c'est super intéressant. Donc, comme je vous dis, j'ai vraiment beaucoup aimé. Ça s'est terminé où j'ai eu le goût de finalement relire d'autres Josephine Tey. Puis ce que j'ai réalisé après, c'est que j'en avais déjà lu un, j'en avais parlé, je sais pas pourquoi ça m'est pas resté en tête. Voyez-vous, il m'avait pas marqué le premier tome de la série des Inspector Grant, ne m'avait pas marqué assez pour que je m'en souvienne. Ça s'appelle The Man in the Queue. Donc, un homme qui attend dans une file puis qu'il se retrouve finalement mort parce qu'il était poignardé. Je m'en souviens vaguement, fait que pour vous dire, ça ne m'a pas marqué, mais celui-là, je pense qu'il va vraiment me rester en tête. Puis c'est reconnu comme un de ses vraiment meilleurs thrillers. C'est pas un thriller, là, c'est un roman policier historique, clairement. Puis, tu sais, attelez-vous. C'est sûr, comme je vous dis, c'est vraiment un roman qui va au rythme de quelqu'un qui ferait des recherches potentiellement historiques. Bon, en accéléré, là, vous allez me dire, mais je veux dire quand même, c'est pas... Il y a pas de les péripéties sont toujours narrées parce que c'est des découvertes de faits qui ont déjà été et qui ont déjà existé. Donc, c'est intéressant parce que ça peut toujours être aussi le côté genre, ben, de quelle source on a pris ça? Est-ce que c'est vraiment une source fiable? C'est super intéressant, même de point de vue bibliothécaire. Puis aussi d'un point de vue historique parce que c'est la démonstration claire que l'histoire est toujours écrite potentiellement, enfin, sur le coup, en tout cas, potentiellement du point de vue du vainqueur ou du point de vue de la personne qui dirige ou selon des billets, en fait, qui sont pas nécessairement officialisés. Ça, on le constate maintenant de nos jours, mais comme à l'époque, c'était pas nécessairement connu. Puis je trouve que c'est quand même une façon un peu subtile de passer un commentaire sur ça, comme quoi on devrait toujours quand même pas nécessairement faire une enquête comme ça, mais un peu revoir ce qu'on a comme certitude par rapport à l'histoire pour se dire, mais est-ce qu'il y a des morceaux qui nous manquent finalement, puis ça fait que la perspective va changer. Donc, vraiment intéressant. Si jamais ça vous dit, ça a été traduit en français. Je pense que c'est tout simplement La fille du temps. D'ailleurs, je ne sais pas si j'ai manqué quelque chose, mais
j'ai l'impression que je sais pas pourquoi ça s'appelle La fille du temps. Mais c'est peut-être juste moi qui est poche, là. Mais bref, ça pour dire que ça existe en français, fait que vous pouvez peut-être le lire. Ça me donne quand même envie de lire d'autres Joséphine Tay. Peut-être que je vais aller justement lire le 2e tome dans la série des Inspecteurs Grant, juste pour voir si ça plume finalement maintenant que j'ai lu celui-là. Le premier m'avait un peu dérouté, je pense, puis c'était son style un peu dense, je crois, qui m'avait maintenu un peu à distance. Puis là, ben, dans le fond, ce style dense-là, comme il était quand même basé sur l'histoire, on dirait que je l'ai accepté tel quel en me disant, dans le fond, c'est un roman policier historique. Donc, je vais peut-être essayer d'en relire quand même un autre, ben, d'en écouter potentiellement quand même un autre, juste pour voir si ça peut le faire, parce qu'en fait, je n'aille pas finalement cette espèce de personnage bourru-là. Puis ben, j'ai hâte de voir un peu où elle va. Puis c'est considéré quand même comme une des grandes autrices de l'âge d'or du roman policier, avec Naomi Marsh, avec Agatha Christie, bien entendu. Donc, je trouve ça toujours intéressant de voir ça. Puis c'est une autrice, donc, en fait c'est un nom d'emprunt, Joséphine Tay. Je pense que c'est Elizabeth quelque chose, son nom, je me souviens plus. Elizabeth McIntosh, donc, qui est une autrice écossaise qui est née à Inverness, c'est ça. Donc, Elizabeth McIntosh. Puis elle a aussi écrit des pièces de théâtre sous le pseudonyme de Gordon Davio. Donc, je trouve ça super intéressant, juste comme personne à découvrir. Fait que ça, c'était vraiment une très bonne lecture. Ça n'a pas été un coup de cœur, c'était quand même un peu laborieux pour moi de passer à travers, mais j'ai vraiment beaucoup aimé l'audace de cette proposition d'enquête-là. Pas vraiment en 2 temporalités, parce qu'on est toujours au présent, mais qui fait vraiment référence à l'histoire, puis à quel point c'est fait justement pour secouer les certitudes. Donc, j'ai vraiment beaucoup aimé. Si ça vous dit, allez-y. Comme je vous dis, faites juste pas vous enfarger dans le personnage principal, là, qui est comme un lourdeau un peu, mais dans le sens en termes d'attitude par rapport aux femmes. Ça excuse pas, mais il faut quand même pas essayer et oublier non plus que ça a été écrit quand même dans l'âge d'or du crime, donc au début du 20e siècle. L'âge d'or du crime, l'âge d'or du roman policier, donc au début du 20e siècle. Puis c'est sûr que c'était encore un peu un reflet de la société à l'époque, donc c'est sûr que c'était pas nécessairement très progressiste. Alors voilà ce que j'avais à vous dire pour le moment. On va se retrouver très bientôt quand j'aurai choisi ma nouvelle lecture, mais comme vous pouvez le voir, ma pièce à lire du Mars au féminin, ça avance très bien. Ma prochaine lecture audio, je ne sais pas si je vais lire Nous de Christelle Dabos, que j'ai en livre audio, mais que j'ai aussi dans ma super belle édition, que je t'ai montré dans le dernier vlog. Ou je vais poursuivre peut-être avec une lecture audio qui est encore dans ma pièce à lire du Cold Winter Challenge, du Mars au féminin, qui est en fait Erland de Charlotte Perkins Gilman. Je l'avais commencé, puis ça aussi c'était assez lent, donc j'étais comme ouf, mais je lis quand même en audio, fait que je vais voir. Est-ce que je vais enchaîner ou je me permets d'aller ailleurs avec Christelle Dabos? Ça reste des autrices de toute façon, donc on verra. Mais je vous reviendrai quand j'aurai décidé, tout simplement. Allez, à tout bientôt! Et bonsoir! Alors, je vous reprends alors qu'on est le mardi 18 mars. Et comme vous pouvez le voir, je suis en mode fin de journée, pidge et tout ça et tout ça. Parce que, en fait, j'ai commencé une nouvelle lecture d'eau et j'hésitais un peu. Je me disais que j'aurais pu commencer Erland, comme je vous avais dit, mais j'avais comme besoin d'un petit quelque chose d'un petit peu plus comme, pas léger, puisque vous allez voir, c'est pas léger, mais plus en phase avec ce que j'ai lu plus dans les derniers mois, un peu plus connu, entre guillemets, comme formule. Puis, au début, je me disais que j'allais potentiellement lire un roman policier. Je voulais lire un polar nordique. Mais là, tout ce que j'avais en tête, c'était des auteurs. Puis là, je me suis dit, bon, c'est pas grave si j'ai des auteurs, mais j'essaie quand même de lire des autrices quand même, finalement, vu que j'ai fait un petit écart pour Mathias Malzieu. Puis là, je me suis dit que ça fait longtemps que j'avais pas lu un Camilla Lackberg. Et je me suis lancée dans le tome de la série auquel j'étais rendue, c'est-à-dire La Sirène.
Puis, je crois qu'en anglais, non, de toute façon, j'écoute en français. Donc, La Sirène, c'est publié chez Actes Sud. Je pense que c'est le tome 6 de la série, quelque chose comme ça. Et évidemment, c'est la série qui met en vedette l'inspecteur de police Patrick Edstrom et Erika Falk, qui est une journaliste et une autrice. Et on les voit évoluer, dans le fond, depuis le début. Puis, c'est une série qui permet aux personnages d'évoluer de tome en tome. Donc, c'est sûr que là, plus ça va aller, plus c'est difficile pour moi de vous en dire sans potentiellement divulgacher des tomes d'avant en ce qui concerne les étapes d'évolution des personnages. Mais dans le fond, cette histoire-là va tourner autour de, tout d'abord, une disparition d'un homme qu'on ne sait pas trop qu'est-ce qui s'est passé, qui est comme parti un peu du jour au lendemain. Il y a une enquête qui a été ouverte, mais il n'y a pas vraiment, ça avance pas trop. Patrick Edstrom est là-dessus. Il y a un contexte à la maison qui est un peu particulier, encore une fois, qui est potentiellement positif, mais qui potentiellement va vouloir dire aussi que ça va demander beaucoup d'énergie. Et de notre côté, on va avoir un auteur qui s'appelle Christian, qui était aussi bibliothécaire à Fialbaca, donc qui apparaît, si je me souviens bien, peut-être que je me trompe, mais dans les autres tomes, en fait, de la série, dans quelques fois, en fait, lorsque Erika Falk va travailler, justement, en faisant la recherche à la bibliothèque, puis va avoir besoin d'un petit peu de soutien. Donc, ce fameux Christian va écrire son premier roman, qui s'intitule La Sirène. Et ben, écoutez, c'est son premier roman. On sent qu'il est à la maison dans une bulle où il n'est pas très heureux. Ça a l'air un peu mystérieux. C'est quelqu'un qui ne parle pas beaucoup de son passé. Et le premier roman, quand il va sortir, en fait, ça va vraiment être un succès total. Mais on va vite se rendre compte que finalement, c'est quelqu'un qui reçoit des lettres de menaces depuis au moins 1 an, qui n'a pas parlé. Et au moment où le roman va sortir, c'est comme si ça s'intensifie, mais il ne veut pas en parler. Donc, on va suivre, dans le fond, en parallèle, cette histoire-là avec le fameux Christian. Erika Falk, elle est impliquée dans le sens où c'est elle qui l'a comme un peu découvert, puis qui l'a poussé à présenter son éditrice à elle, puis là, ben, il y a une espèce de petit lien de confiance qui s'est développé. Un lien de confiance qui va être un petit peu mis à l'épreuve quand même, en tout cas dès le début du roman. De l'autre côté, on va suivre aussi l'enquête avec la fameuse personne qui est disparue, Magnus. Donc, l'enquête avec Patrick Edstrom. Et comme la plupart du temps, dans les polars nordiques et dans les Camille Lackberg en général, il va y avoir une partie qui, dans le livre, est écrite en italique. Donc, habituellement, c'est soit un souvenir ou un discours intérieur d'un personnage ou des personnages de quelque chose qui se passe avant, donc qui est un autre timeline, une autre ligne de temps, et mais qui est potentiellement lien avec ce qui se passe. Habituellement, ce qui va se tourner autour de Erika Falk, puis ce qui tourne autour de Patrick Edstrom finit par se croiser, et évidemment, ce qui se passe dans le passé finit par avoir un certain sens avec ce qui se passe dans le présent. Mais donc, c'est la fameuse formule. Mais voilà. Donc, écoutez, ce que j'aime beaucoup à ce stade-ci, c'est particulièrement de leur trouver les personnages où ils en sont rendus dans leur évolution. Si je me souviens bien, le dernier Camille Lackberg que j'avais lu, c'est ça le dernier ou l'avant-dernier? Je pense que c'est le dernier. J'avais été un peu déçue. J'avais trouvé que l'histoire était un peu bouclée rapidement. Je m'étais comme plus dans le sentiment de confort de retrouver tous les gens que j'avais bien comme personnage, mais j'avais trouvé quand même que c'était comme pas tant développé. Là, ça semble quand même bien parti. On va voir. Je pense quand même que je finirai la série, mais je sais pas, on dirait que peut-être que c'est parce que la formule s'étirait. C'est pour ça que je m'étais dit que j'allais attendre un petit peu avant d'en relire d'autres en me disant peut-être que c'était juste comme l'effet que j'en ai lu quand même pas mal qui étaient en fait un peu en binge watching, mais en binge reading. Donc voilà. Donc celui-là, par contre, je l'écoute en livre audio, mais je l'ai aussi en livre numérique. Ça risque d'être ma lecture de livre audio pour la semaine, potentiellement. Mais comme c'est quand même habituellement assez prenant, les polars nordiques de Camilla Lackberg, après le premier tiers, habituellement, ben, ça se peut que je décide de faire avancer ça en livre numérique quand même. Mais bon, voilà, c'est ma lecture en cours en ce moment. Et sinon, j'ai reçu aussi, j'avais précommandé la version audio de Cozy Mystery, mais qui se passe dans l'espace, de Olivia Waite. Que j'avais vu passer chez A Book and a Cup, donc Élise, qui en avait parlé et qui avait dit que c'était super bon, que ça faisait un peu penser à du Becky Chambers, mais croisement entre Becky Chambers et Cozy Mystery, mais dans l'espace, une petite plaquette. Puis là, ben, dans le fond,
c'est paru il n'y a pas très longtemps, mais je m'étais dit, je vais plutôt l'écouter en livre audio, puis voir si ça me plaît, puis si ça me plaît, je l'achèterai, puis j'achèterai les autres après. Donc, il y a aussi ça que j'avais reçu, mais je me disais, bah, est-ce que je l'écoute vraiment? Mais c'est quand même une autrice, donc peut-être que je pourrais finir le Camilla Lackberg, lire Erland, écouter Erland, puis après ça, enchaîner avec le fameux Olivia Waite. On va voir. Ce ne sera pas nécessairement cette semaine, mais là, je vous parle de mes projets quand même futurs. Là. Alors, voilà. Hein, l'histoire le dira, comme on dit. On se recroise tout bientôt. Je retourne à ma petite soirée tranquillou, puis à mon Camilla Lackberg. Je vais aller me renseigner sur le sujet. Problème de cœur, quotidien morose. Laissez vos pas vous guider vers une confiserie. Oh, j'arrive pas à dire confiserie. Laissez vos pas vous guider vers une confiserie des plus enchantées. Hey, coucou! Alors, on est le jeudi, je ne sais plus quelle date, 20 mars. Et je reprends parce que j'ai reçu un petit colis. C'est comme ça. Il me reste encore des sous de fête. Alors, j'ai décidé de me qualifier. Et je vais ouvrir ça avec vous. Donc, ça va faire du bruit et ça fait partie du plaisir. Allez! Êtes-vous prêts? Alors, tout d'abord, je me suis pris encore un autre petit livre dans la collection des Macmillan Collector. Macmillan Collector's Edition. Donc, c'est ce livre-ci. C'est Passing de Nella Larsen. C'est un classique, si j'ai bien compris. Et c'est... c'est une jeune femme qui... ça se passe à Harlem dans les années 20. Et de ce que ça dit, c'est que ça reflète la vie de l'autrice dans les années 20, dans le fond, et que ça va explorer les enjeux de l'identité raciale et de genre. Puis c'est quelque chose, dans le fond, qui va rester pas mal relativement d'actualité, même maintenant. Puis, en fait, on va suivre Irene, qui est mariée à un physicien et qui vit à Harlem et qui va renouer avec une ancienne amie d'école qui s'appelle Claire Kendry. Et Claire, dans le fond, c'est une métisse. Puis elle a la peau, elle n'est peut-être pas métisse, mais en fait, dans le fond, elle a une couleur de peau qui est assez pâle. Donc, pour les gens, elle passe comme étant une personne de race blanche, mais en fait, elle n'est pas de race blanche. Puis, elle est mariée à quelqu'un qui est de race blanche et qui est hyper raciste. Puis, dans le fond, comme les deux anciennes amies vont se lier d'amitié, ce qu'on comprend, c'est que Irene, visiblement, va potentiellement être confrontée à ces discriminations-là, puis cette violence-là potentiellement de racisme, juste par le fait qu'en fait, elle est de race noire et que son amie a juste jamais dit qu'elle était de race noire aussi, mais que c'est juste que sa peau est blanche. Donc, voilà, ça me tentait bien. Donc, petite découverte. Ça, encore une fois, c'est une découverte. Je le connaissais pas, mais ça fait longtemps que je veux le voir passer. C'est une petite plaquette. Puis je me demande même... Je suis pas sûre que j'aurai le temps dans ma famille mois de mars au féminin, mais ça aurait été bien si j'avais pu m'en occuper. Sinon, je vais essayer de me lancer dans un classique qui en fait, que j'ai vu passer super longtemps, puis que je me disais que j'allais éventuellement lire, puis que j'ai jamais lu, puis là, bon. Mais je pense que je devrais au moins en lire un titre de cette autrice-là, puis je pense que c'est le seul qui pourrait me plaire, et c'est, oui, 8000 ans plus tard, The Invisible Life of Addie LaRue de V.E. Schwab. Donc, ici, en édition, bon, pas collector, là, mais en édition un peu spéciale, je pense qu'il y avait... ouais, c'est ça, il y avait comme un petit design dessus. Mais en fait, c'est plus parce que ça fait un bout que je me dis que j'aimerais lire. J'ai hésité, il y a eu tout un tapage d'enthousiasme quand c'est sorti. Souvent, je me méfie de ça parce que souvent, je ne suis pas nécessairement la cible, mais il y a quand même eu des lectrices ou des lecteurs que je suis et qui sortent un peu plus des ornières traditionnelles, puis qui ont vraiment aimé ça, donc je me dis pourquoi pas. Donc ça, c'est une autrice que ça fait longtemps que je voulais découvrir. Puis je me suis dit, le seul qui pourrait me plaire, c'est Addie LaRue, donc voilà pour l'autre achat. Sinon, on va rester dans les classiques, mais que j'ai décidé de... Ouais, je pense que c'est pas ce que je pensais. Donc, c'est The Illustrated Walden. Donc, une édition anniversaire. Donc,
Henry David Thoreau. Dans le fond, c'est que en 1887, l'éditeur de Henry David Thoreau a publié une version en 2 volumes de ce qu'il appelait les éditions des vacances, Holiday Edition. Puis c'était le travail illustré. En fait, c'était Walden qui était illustré par 30 gravures, daguerréotypes et des photographies d'époque. Et puis, dans le fond, en 1902, ça a été finalement fusionné en un seul volume. Et ça, c'est comme l'édition anniversaire de tout ça. En fait, je sais pas, j'ai toujours voulu lire Henry David Thoreau. Puis j'ai toujours voulu découvrir ce que c'était. Puis je me suis dit, pourquoi pas? En plus, c'était une édition particulière. Mais je me rends compte que je ne sais absolument rien sur Henry David Thoreau et Walden. Mais bon, je vais essayer de voir si je peux... Ça, c'est une photo. Je vais trouver une gravure. Walden from the House. Bon, c'est encore une photo, mais bref. Je suis un peu dubitative parce que je ne sais pas si c'est ce à quoi je m'attendais. Mais c'est pas grave, je suis curieuse. Donc, voici ceux-là. Et enfin, 2 choses que j'ai... 2 ou 3? Oui, 3 autres livres. Ça, c'est vraiment des essais. Mais lui, ça m'a trop tenté. Ça doit être juste parce que c'était écrit typewriter dessus. Mais ça a l'air cool. Donc, c'est ça ici. Alors, c'est Poems from the Typewriter Series. C'est de Tyler Knott Gregson. Et dans le fond, c'est le nom du recueil, c'est Chasers of the Light. Donc, voilà. Et c'est un recueil qui met de l'avant, bon, évidemment, Tyler Knott Gregson, qui a éventuellement, dans le passé, trouvé une vieille Remington chez un antiquaire. Puis, il a un petit peu tombé en amour avec cette vieille machine à écrire-là. Et il s'est mis à écrire des poèmes dessus. Puis, dans le fond, ce qu'il fait, c'est qu'il écrit ses poèmes, puis il tape avec sa vieille machine à écrire sur des vieux bouts de papier, par exemple, ici, des enveloppes. Je ne sais pas s'il y a d'autres exemples. Il a fait aussi de la poésie cachée, en cachant ici les mots. Ça, absolument, j'aime vraiment beaucoup ça, donc ça m'intriguait bien. Sinon, 2 albums. Un d'une illustratrice que j'ai vraiment beaucoup aimée, qui s'appelle Freya Blackwood, dont j'avais connu, je crois, en français, c'était Le câlin volé, je crois. Et là, ben, celui-là, j'ai pas pu résister. Ça s'appelle The Boy and the Elephant, donc de Freya Blackwood. Et en arrière, ça dit qu'un garçon va devoir trouver une façon de sauver son ami avant qu'il soit trop tard. Puis, si j'ai bien compris, c'est qu'on parle évidemment d'une amitié entre un enfant et un éléphant, je crois. Ah, c'est super cool. Ah, c'est ça. Ah, c'est sans texte. Oui, je me souviens que Freya Blackwood, c'était sans texte. Encore mieux. Je sais pas si je peux vous trouver une autre. Oh, mais je viens d'avoir le punch, mais je pense que je sais pas si vous voyez où est l'éléphant. Oh, je pense que ça va être vraiment super. J'ai trop hâte de lire. Et sinon, d'une illustratrice que j'ai jamais vue, mais ça m'a gros intriguée. Juste du sans-texte. Yes! Fait que j'ai 2 albums sans texte. Ah, ça, j'aime vraiment ça. C'est vraiment ma passion, là. Donc, je sais pas ce que ça dit. Qu'est-ce que ça dit comme histoire? Ça dit que, dans le fond, on va voir quelqu'un qui a un grand rêve qui habite son cœur, puis éventuellement, quand son rêve va devenir perdu, ça va personnellement de plus en plus la blesser. Je sais pas si... Ouais, ça, c'est l'image de la... Ça, c'est l'image de la page couverture. Et ça ressemble un peu à ça. Ah, j'ai vraiment hâte de lire cela. Donc, alors, excusez. Donc, 2 albums, trop chouettes. Et pour nourrir ma poésie, mon amour des poèmes et des machines à écrire, le mystérieux Walden de David Thoreau, qui n'est pas exactement ce que je pensais, mais je pense que c'est ça. C'est juste que je ne sais pas à quoi je m'attendais pour Walden, mais Henry David Thoreau. Enfin, après tout le monde, lire The Invisible Life of Addie LaRue de V.E. Schwab et ce petit roman-là qui a l'air vraiment marquant et assez incontournable. Donc, voilà. Alors,
c'était le restant de mes sous d'anniversaire et là, ça devrait être terminé. Sinon, qu'est-ce que je fais en ce moment? Je suis en train de poursuivre ma lecture du Camilla Lackberg. C'est fort prenant. J'aime beaucoup retrouver les personnages de Erika Falk et de Patrick Edstrom. Patrick n'a pas trop l'air affilé. Erika Falk est dans une situation dont je ne peux pas vraiment vous parler, mais qui fait en sorte qu'elle n'est pas non plus au top de sa forme, mais ça a l'air d'aller bien pour son moral et tout. Et c'est une situation qui est assez mystérieuse. Évidemment que, comme je vous expliquais, là, on a comme les deux un peu d'enquête en parallèle, plus un passage dans le passé. Puis là, plus ça va où je suis rendue, j'ai à peu près à 70%. Évidemment que là, les choses commencent à... Les trois voies les narratives commencent à se rapprocher et tout. Et par contre, je dois vous dire qu'il y a quand même des traumavertissements dans celui-là. Et il y a... peut-être juste si jamais vous lisez, mais c'est sûr que ça reste quand même qu'habituellement, les peurs de Camilla Lackberg, ça aborde souvent des sujets vraiment pas évidents, mais absolument c'est abordé avec comment on pourrait dire, sobriété, mais quand même. Donc, je dirais qu'il y a maltraitance des enfants, il y a potentiellement troubles de santé mentale et boulimie. Et autre chose peut-être, mais c'est déjà trois avertissements. Donc, si pour vous, c'est des choses qui vous activent, peut-être juste faire attention parce que c'est quand même, c'est pas comme juste en parallèle. C'est pas juste, voyons, comment on dit ça, pas en parallèle. C'est pas juste... je trouve pas mes mots ce soir. C'est pas juste en périphérie. Ça commence par un P. Je t'approche. Donc, c'est pas juste en périphérie. En fait, de l'histoire, c'est quand même pas mal au centre. Donc, j'aime mieux quand même vous dire. Mais jusqu'à maintenant, j'aime bien. Ça reste quand même que celui-là, comme je vous disais, les Camilla Lackberg, c'est sûr que ça a été, au moment où ça a été écrit, on était ailleurs dans tout ce qui était rapport au corps, grossophobie et tout. Là, ben là, je parle pas de l'affaire de la boulimie, là, mais fait que c'est sûr que là, il y a encore ça qui est assez présent. Ça, je dirais que 2 tomes sur 3, ça m'énerve. Il y a un tome après ça qu'il n'y a pas rien, puis c'est correct. Puis là, celui-là, on est encore là-dedans. Mais j'essaie de me concentrer sur le fait que j'aime vraiment beaucoup les deux personnages principaux. Puis j'aime comment Camilla Lackberg raconte les choses. Si on enlève le côté qui est très typiquement des années où ça a été écrit. Donc vraiment, la façon justement de mettre de l'avant le côté particulièrement le corps féminin, toujours en essayant de dire qu'il faut perdre du poids, puis on peut pas être rond, puis bref. Mais bon, ça me fait un peu penser à d'autres autrices que j'ai lues qui étaient écrites dans les années 80, puis c'était un peu ça aussi. Fait que peut-être juste ça aussi si jamais ça vous énerve, mais ça reste que bon, je suis pas prête à acheter Camilla Lackberg au bout de mes bras juste parce qu'il y a ça. Mais là, dans celui-ci, ça m'énervait parce que j'étais comme, on n'avait pas vraiment besoin de ça. Avec tous les sujets qui sont abordés, c'était comme pas nécessaire qu'on rajoute ça. Mais donc, je passe quand même un bon moment dans le sens, c'est pas joyeux, c'est remuant, mais c'est bien écrit, donc j'ai une bonne expérience de lecture jusqu'à maintenant. Puis je vais vous en parler quand je vais l'avoir terminé. Ça va sans doute être la dernière lecture du vlog, mais c'est ça, je vais vous revenir dès que j'ai fini. Allez, à bientôt! Hey, bonjour! Alors, me voici en ce fameux vendredi 21 mars pour le repas. Et je viens vous voir parce que j'ai finalement terminé l'écoute du Camilla Lackberg, donc qui était La Sirène. Et écoutez, c'était très enlevant. Ça va demeurer quelque chose pour moi qui me maintient un peu en dehors de l'euphorie. Donc, ça va peut-être pas jamais pouvoir vraiment être un coup de cœur pour moi parce que, comme je vous dis, on sent un peu plus comme... On sent un petit peu plus les coutures dans ces formules-là de Camilla Lackberg. Puis, il y a de plus en plus du très sombre et du très glauque qui côtoie les personnages principaux qu'on prend plaisir à retrouver. Donc, Patrick Edstrom, Erika Falk et toute la bande. Et donc, c'est ça. Pour moi, dans le fond, c'est que je me suis rendu compte que les moments qui étaient plus, justement, les retours dans le passé dont je vous parlais, qu'on a toujours la narration patricienne, éricaienne et l'espèce de retour dans le passé, qui est absolument souvent une introspection qui est en lien avec un des crimes qui est mis de l'avant.
je me rendais compte que j'avais hâte de revenir au moment présent, donc aux narrations la double narration de Patrick et Erika, et que j'avais hâte de retrouver ces personnages-là parce qu'ils évoluent énormément. Donc là-dedans, il se passe beaucoup de choses. Il se passe beaucoup de choses pour Patrick, il se passe beaucoup de choses pour Erika, et ça se termine encore sur un hanger terrible. Donc, ça devient un peu plus comme la formule de laisser le lecteur sur quelque chose qui donne vraiment un coup, un choc pour nous avoir envie de poursuivre tout de suite. Donc ça, pour moi, ça fonctionne, mais je commence à trouver que c'est quand même une formule qui se répète, puis j'ai un peu trop conscience de la formule. Cela dit, je suis encore super attachée au personnage, et dans ce cas-ci, on était vraiment dans les méandres de l'âme humaine. On était encore dans une histoire de perception, donc de perception de la réalité, et par contre, c'est ajouté au traumavertissement dont je vous avais parlé, un traumavertissement de violence sexuelle. Donc, juste vous dire que cette fois-ci, il y a quand même plus de détails quand même pour les traumavertissements que d'habitude. Donc, habituellement, dans Camilla Lackberg, on survole un peu plus. Mais là, on dirait que ça s'est allé quand même assez... en tout cas, moi, je trouvais que c'était comme à ma limite. Peut-être que c'était peut-être un peu pour ça aussi que des fois, je m'accrochais au fait que j'allais revenir à une autre narration bientôt. Mais bref, ça a été enlevant. Mais comme je vous dis, c'est quand même quelque chose que je pense que, bon, c'est pas le style, c'est pas l'écriture en tant que telle. Le style de l'écriture de Camilla Lackberg qui est vraiment marquant, c'est sa capacité à créer des personnages qui sont comme super crédibles, auxquels on s'attache, qui sont joyeusement rebelles, entre guillemets. En fait, dans le cas d'Erika, évidemment. Et donc, c'est pour ça que ça donne, évidemment, la possibilité d'avancer autrement dans une enquête. Donc, c'est souvent des duos comme ça dans les polars nordiques. Ça me fait un peu penser à Jornir Horsch, qu'on a un policier, puis sa fille qui est journaliste, qui, elle, va prendre les mêmes genres de chemins ou de règles que lui pour avancer. Puis là, ben encore, dans ce cas-ci, on a Erika qui était journaliste et qui était autrice. Donc, les chemins qu'elle va emprunter ne sont pas nécessairement les mêmes que Patrick Edstrom, qui est un policier. Voilà. Cela dit, même si je vous dis, ouais, mais bon, c'est une formule, ça se finit sur un moment de suspense, puis que là, ça nous force à vouloir lire la suite, ben... Mais j'ai pas été capable de pas commencer le prochain. Donc, ça fonctionne, hein, juste vous dire. Je m'étais dit, non, je vais lire Erland, faut que je m'y mette. Puis j'ai hâte de le lire, mais on dirait que c'est quelque chose qui est quand même assez dense, puis je sais pas, on dirait que j'étais comme pas dans le mood. Puis là, ça s'est tellement terminé sur quelque chose de terrible que je me suis dit, ben là, faut que je le commence. Là, en même temps, j'ai su un peu qu'est-ce qui s'était passé, fait qu'est-ce que je pourrais techniquement le mettre en pause puis continuer Erland, mais là, je l'ai commencé. Fait que c'est rare là, que j'enchaîne des séries. Quand j'étais plus jeune, j'enchaînais vraiment beaucoup les séries. J'étais comme vraiment une lectrice qui y allait avec tome 1, 2, 3, 4, pas de problème. Là, c'est vraiment plus parce que je veux voir l'évolution des personnages que pour vraiment avoir une nouvelle énigme en tant que telle. Donc, je vais voir, est-ce que je vais m'y tenir, est-ce que finalement je vais le laisser de côté puis je vais lire autre chose, on verra. Mais c'est juste quand même pour être transparente. Même si je passe des commentaires là-dessus, ça fonctionne. Donc, ça reste quand même que, bon, si jamais vous voulez essayer Camilla Lackberg, sachez que c'est toujours mieux d'avoir le tome suivant avec vous quand vous l'avez terminé parce que c'est possible, il y a des grands risques que vous ayez envie de poursuivre sans attendre. Alors voilà, bien écoutez, ça va être ça pour le vlog de la semaine. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez surtout pas, comme d'habitude, à vous manifester en commentaire. Allez-y, ça me fait super plaisir de vous lire. Puis j'espère que vous allez avoir des super lectures dans les prochaines semaines. Dites-moi si le fait que, je sais pas, là, nous autres, de notre côté, on est en changement de température, même si vous venez de voir qu'il y avait finalement de la neige ce matin. Moi, ça m'a fait plaisir, mais c'est pas tout le monde à qui ça fait plaisir. Est-ce que vous, de votre côté, la météo, le côté ensoleillement qui revient, ça a un impact autant sur votre santé mentale peut-être que sur vos types de lectures que vous choisissez? Êtes-vous déjà passé en mode lecture printanière? Êtes-vous des lecteurs ou des lectrices saisonniers? Voilà. Donc, dites-moi tout. Ça va me faire plaisir. Puis, ben voilà. D'ici à ce qu'on voit, joyeuse lecture. Puis, nous, on se dit à la prochaine!